Toujours un plaisir de vous retrouver sur Midi 1 pour le débrief. Merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, les élections locales et départementales sont prévues en janvier 2022, mais déjà elles font débat entre les différents acteurs. En effet, plusieurs listes de l'opposition ont été rejetées. Les concernés parlent de sabotage. Le pouvoir, pour sa part, parle de difficultés des listes de l'opposition de s'adapter au code électoral. Va-t-on vers des élections à haut risque pour les différents protagonistes? Quels sont les véritables enjeux de ces élections locales au Sénégal? Le développement en première partie d'émission. En Gambie, la campagne électorale a démarré le 9 novembre dernier pour la présidentielle de décembre prochain. 6 candidatures ont été validées, dont celle du président sortant Adama Barrow. Cette élection est considérée comme un test de la transition démocratique du pays. Quelles sont les chances pour Adama Barrow de remplir pour un second mandat? Quel rôle pourrait également jouer le parti de Yaya Jammeh dans ce scrutin? Les développements en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec Abdoulaye Cissé. Vous êtes journaliste, éditorialiste au groupe Futur Média. Merci d'être avec nous. Merci Daouda, c'est un plaisir de répondre à votre invitation. Plaisir partagé, Abdoulaye, en face de vous. Alassane Seck, qui est secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci également, Alassane, d'être avec nous. Je vous remercie, Daouda Sow. Je remercie le groupe Midi 1 TV et je suis heureux de retrouver votre studio. Je démarre avec vous, Abdoulaye Cissé. Je le disais en introduction, plusieurs listes de coalition ont été déclarées soit irrecevables ou rejetées, dont plusieurs également de l'opposition. Des recours ont été d'ailleurs introduits pour obtenir gain de cause. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Alors, merci. Je m'honore d'abord d'être en face du doyen Alassane Seck. Ce qui se fait vraiment de mieux en matière de défense de principe sur les droits humains. Ça a été des militants qui ont formé d'autres générations de militants et qui continuent encore à encadrer des militants de terrain pour la défense des droits humains. Ce n'est pas facile dans nos pays de défendre les droits humains parce que c'est une géométrie variable. Quand on est souvent avec le pouvoir, on a des principes qu'on défend et qu'on est prêt à balayer d'un revers de main quand on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est les militants à encourager dans leur processus. Pour répondre à votre question, c'est surtout le thème de l'émission, des élections à enjeu. Oui, et des élections, il y a toujours une compétition, il y a toujours des enjeux de représentativité pour ces élections-là. Ça doit être quand même la première fois au Sénégal que pour les élections locales, qu'on n'ait pas une émanation de la base vers le sommet. C'est la première fois que pour des élections locales, que la décision est annoncée par le sommet de l'État, mais qui est aussi l'appareil de la mouvance présidentielle, de décider de qui doit représenter les populations dans chaque localité. D'ailleurs, c'est une question qui sera abordée dans cette partie de l'émission. Ça fausse l'esprit de ce qu'on appelle élection locale, élection territoriale, puisque c'est les communales et les départementales. Ça a faussé d'abord la première chose. La deuxième chose qui fait qu'on en est dans cette situation-là, dont on va débattre avec cette tension, c'est que on est dans un jeu politique au Sénégal où on considère que la politique, c'est la ruse. C'est-à-dire qu'il faut mettre des pièges partout pour faire tomber l'adversaire. Or, ce n'est pas ça le sens de la politique. Pourquoi ruse? Parce que parfois, l'agenda électoral donne la possibilité au président de la République de fixer la date du scrutin, de définir les différentes étapes. Mais il n'est pas obligé d'attendre le dernier jour que fixe la loi pour fixer la date des élections. Je rappelle à cet effet que ces locales-là ont été reportées à 3 ou 4 reprises. C'est des locales qui auraient dû se tenir depuis 2019. Tout à fait, depuis 2019. Finalement, on a même pensé que c'est des élections qui auraient été combinées avec les législatives, parce que, figurez-vous, on sera aussi appelé aux urnes dans 6 mois. Donc, on ne sera même pas sorti des locales qu'on devra enchaîner avec les législatives. Et d'aucuns pensent déjà que c'est des élections qui risquent d'être couplées avec cette présidentielle de 2024. Parce qu'on n'a pas le temps matériel, et ça, il faut se rendre à l'évidence. Parfois, ce n'est même pas de la ruse, mais c'est parce qu'on fait tout pour arriver au constat qu'on n'a plus le temps matériel d'organiser des élections. Sorti de la présidentielle de 2019, tout le monde savait pertinemment qu'il n'y avait plus le temps matériel, sortir de ces élections présidentielles de 2019, 4 mois après, d'organiser des élections locales. Tout le monde le savait. Mais on va jusqu'au bout du bout et on constate qu'il n'y a plus le temps matériel. Donc ce sont énormément de difficultés qui font qu'aujourd'hui,
les appareils ne sont pas préparés. Ce n'est pas de la turpitude simplement de dire que les acteurs politiques ne maîtrisent pas le processus. Non, c'est très difficile de confectionner des listes dans les différentes localités. Parce que tous ceux qui votent, tous ceux qui sont militants ne sont même pas prêts à être sur des listes. Déjà, c'est très difficile de confectionner des listes. Mais en plus, quand on vous surprend par le temps et l'agenda, ça en rajoute à la difficulté. Et vous savez très bien ce qui s'est passé avec cette élection cette année. On n'a pas laissé les gens décider sur le plan local. Il y a eu des coalitions au plan national. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs. Alassane, comme l'a dit Abdoulaye Cissé, est-ce que donc ces élections ne démarrent pas sur de mauvaises bases? Je veux bien dire beaucoup de polémiques déjà notées de part et d'autre, alors qu'on n'en est même pas à la campagne électorale. Malheureusement, oui, Daoud, on peut le constater pour le regretter. C'est très difficile. Le Sénégal, à la limite, c'est une population, c'est des populations qui sont, à la limite, finalement moulées dans la polémique, dans des péripéties, dans des difficultés politiques. Ça, on n'en sort pas. Je pense qu'on avait pensé que... on a parlé du dialogue national, qui devait être peut-être le cadre où les gens devraient pouvoir se remettre dans le bon sens. Mais on constate avec surprise que le lendemain donc, de la clôture de ce dialogue national, les choses sont allées de mal en pis. Parce qu'aujourd'hui, on peut le constater, le lendemain donc, de cette clôture du dialogue national, on a pu voir des coalitions se former de façon presque spontanée. Il y a eu donc des désistements, il y a eu des cassures, et Abdoulaye l'a bien dit, il y a eu, on peut le constater, de l'impréparation, parce que les coalitions ont été formées au dernier moment, avec une date butoir qui était à la limite, comme il a dit, au bout du bout, et les gens n'ont pas pu se préparer à donc, aller aux élections. Aussi bien, surtout, le pouvoir présidentiel, le pouvoir, politique, l'autorité politique, je veux dire, le camp présidentiel, on a pu voir, j'ai vu aujourd'hui dans un journal à Fatick, il y a 4 listes parallèles dans le même camp. Pour vous dire combien c'est compliqué, comme il a bien dit, autant les populations n'ont pas eu le loisir de choisir leurs dirigeants ou leurs futurs dirigeants, autant on peut constater que partout dans l'opposition, il y a eu beaucoup d'impréparation, beaucoup d'improvisation. C'est vraiment le mot que je cherchais pour dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux ultérieurement, mais aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des dysfonctionnements structurels qui font que demain, il n'est pas évident qu'on puisse avoir le résultat souhaitable. Si on reste avec ces dysfonctionnements, pour ce qui est de la recevabilité des candidatures, l'article L174 du Code électoral stipule que n'est recevable la liste qui est incomplète, qui ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L145 et L169, n'est pas accompagnée des pièces prévues à l'article L170, ne comporte pas la quittance confirmée par une attestation signée par le directeur général de la Caisse de dépôt et consignation, attestant du dépôt de la caution prévue par l'article L171 et également est déposé au-delà du délai légal. Est-ce à ces cas-là qu'on a assisté avec ces différents cas d'irrecevabilité qu'on a vus de part et d'autre? Je crois qu'il y a énormément de choses qui ont été dites quand même et parfois il faut s'arrêter pour démêler les choses. D'abord, je pense qu'il y a un problème avec l'administration. Ce n'est pas un problème de parti pris, mais un problème de maîtrise même du protocole, du process. On va revenir après sur les partis politiques, sur les états-majors politiques. Par exemple, on a vu des préfets annoncer des rejets, alors que sur ce qui est des couleurs et autres, alors que ça, c'est au ministère chargé des élections de trancher. Comment vous pouvez admettre, ça c'est une chose, comment vous pouvez admettre que la loi elle est uniforme, elle est la même partout, qu'on ait des différences d'appréciation d'une préfecture à une autre, d'une localité à une autre? C'est insensé ce qui est arrivé en fait dans le dépôt des listes. J'ajoute quand même que moi j'ai encore du mal à comprendre comment c'est l'autorité qui doit recevoir le dossier et qui doit prendre le temps de l'étudier, qui décrète la liste irrecevable ou foreclose. Parce que ça ne laisse pas la possibilité à la suite de la juridiction supérieure de pouvoir même fonder son jugement. Prenez un cas concret. Mbour. Comment on va formuler un recours si l'administration n'a pas le dossier en question qu'elle a rejeté? C'est-à-dire que sur quoi va se fonder la juridiction, la Cour d'appel de Thiès, pour confirmer le préfet ou infirmer
la décision du préfet. Il faut bien que la juridiction de la cour d'appel puisse regarder quel dossier le préfet a rejeté. Mais si ce n'est pas documenté, s'il n'y a pas d'historique, sur quoi la cour d'appel va se baser pour dire, mais monsieur le préfet, effectivement, vous avez raison de rejeter ce dossier. De quel dossier on parle? Puisque le préfet a dit qu'il a refusé de prendre le dossier. On n'est pas dans une situation où on accepte de prendre ou de refuser un dossier. C'est-à-dire, même quand un dossier doit être rejeté, ça suppose qu'on l'ait accepté d'abord. Tout à fait. Et qu'on ait constaté qu'il manque telle et telle autre pièce et qu'on l'ait consigné. Mais vous n'aidez même pas la juridiction supérieure à pouvoir juger demain. Parce que sur quoi la juridiction va se baser pour dire, effectivement, le dossier que la coalition Yewwi Askan Wi de l'opposition a présenté manquait telle et telle et telle autre pièce. Ce n'est pas documenté, ce n'est pas renseigné. Le préfet n'a pas gardé ce dossier, ne l'a pas reçu. Et après, ça devient la parole. Moi, je n'aime pas juger, je n'aime pas trancher un débat entre la parole juste de l'opposition et la parole du préfet. Je ne suis pas obligé de croire le préfet, mais je ne suis pas obligé non plus de croire les acteurs politiques, de quelque bord qu'ils se trouvent. Moi, je juge les faits sur pièce. Je constate juste que pour le cas de Mbour, je pense quand même que le préfet a été très léger, en n'acceptant même pas de recevoir ce dossier, parce qu'il aurait dû accepter ce dossier-là pour demain le présenter à la juridiction supérieure pour dire, mais voyez ce dossier que j'ai reçu. Voici la raison pour laquelle je considère qu'elle n'est pas complète. Mais aujourd'hui, la Cour d'appel de Thiès sera obligée de juger sur le dossier que va présenter la coalition Yewwi Askan Wi qui fait un recours. Est-ce qu'on est sûr que c'est le même dossier que Yewwi Askan Wi va présenter, qui a été présenté au préfet? D'autant que le préfet va certainement documenter son refus, va dire qu'ils ont présenté tel et tel dossier, mais il n'a pas le dossier. Ce n'est pas sérieux. En fait, l'administration... Ce qui se passait, j'en ai le souvenir quand même, doyen, et je peux vous prendre à témoin. Dans toutes les élections dans ce pays, il y avait des séminaires de formation, aussi bien de l'administration, l'administration elle-même, à travers la Direction générale des élections, la DGE, qui formait le commandement territorial. Quand je dis le commandement territorial, c'est les gouverneurs, les préfets. Il y avait ce séminaire-là. Il y avait aussi ce séminaire entre la Direction générale des élections et les acteurs politiques. Pas pour les former, les acteurs, mais pour les informer des nouveautés, pour les informer aussi de la chose. Parfois, il y a des choses très complexes. Les informer. À charge maintenant pour ces acteurs politiques, ces états-majors politiques, de répercuter l'information à la base et de former aussi leurs membres. Tout cela n'a pas pu se faire cette année. Pourquoi? Parce qu'on a caché pratiquement la date des élections jusqu'au dernier moment pour le programmer. Vous voyez que sur l'agenda qu'on fixe aujourd'hui, en fait, tout est au jour près. Et ça ne permet pas d'avancer sereinement sur le processus électoral. Alassane, plusieurs problèmes soulevés par Abdoulaye. Il a parlé du cas de Mbour. On a également d'autres cas, que ce soit à Golfe Sud, à Matam ou bien ailleurs. Ces élections locales-là, d'abord prévues en juin 2019, puis en décembre de la même année, ces élections avaient été encore reportées à mars. Et une énième fois également, il a fallu que l'Assemblée nationale vote une loi pour fixer la nouvelle date de janvier prochain, c'est-à-dire janvier 2022. Aujourd'hui, pensez-vous que cette nouvelle date-là soit la bonne? Non, on ne sait plus finalement à quel sens se vouer par rapport au changement de date. Comme il a bien dit, tout a été improvisé, ça a été presque pris sur le tard. C'est un constat, comme il a bien dit, parce que comme il dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réformées récemment pour cette nouvelle loi. C'est la première fois qu'un maire est élu directement. Ça, c'est un enjeu de taille. Et il est inscrit sur la liste majoritaire. Il y a un nombre limite de 58 personnes, dit-on, au niveau des candidats. Pour les suppléants, c'est 48. Mais tout ça, ce n'est pas évident. C'est des nouvelles choses qui ont été introduites récemment, qui ne sont pas forcément connues par la majorité des concernés. Et dès lors, il y a forcément des erreurs à faire. Et c'est le cas. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'on puisse constater, parce que c'est vrai que l'opposition est dans cette absence d'expérience qui fait qu'ils ne sont pas forcément habitués à déposer des listes ou bien à vérifier. Le parti au pouvoir qui est là depuis presque la coalition au pouvoir, c'est les vieux briscards. Il y a le PS à l'intérieur, il y a l'AFP qui ont fait une dizaine d'élections. Et le parti Réumi dernièrement? Le parti Réumi dernièrement, qui sont là depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, sont forcément beaucoup plus à même, sur le plan de la maturité, de l'expérience, d'apprécier mieux. Et ils ont, avec eux, le pouvoir,
comme on dit, donc, le pouvoir, c'est au Sénégal, en Afrique, c'est l'administration, c'est le pouvoir, pratiquement. C'est copain et coquin, à la limite. On peut le dire comme ça. Donc, tant ici bien que on peut soupçonner un peu donc, l'administration de ne pas être neutre, c'est ce que j'ai dit, alors que par définition, elle doit être neutre. Donc, rien n'étonne pour qu'un maire sortant puisse être pistonné par un préfet qui peut l'appeler au téléphone à des heures indues pour lui demander de venir modifier. Ça, c'est possible. Parce que, naturellement, on peut s'attendre à ces genres de rapprochement naturel. Hein? Donc, mais pour ce genre de cas-là, il me semble également que les listes de l'opposition ou bien les coalitions de l'opposition ont la possibilité aussi de vérifier les listes déposées par le camp adverse, à savoir le camp du pouvoir. Est-ce qu'ils ont le temps? S'il y a une 70, 80 listes, il faudrait bien avoir du temps. Il faut qu'on te donne le temps. Mais si le préfet est déjà un peu braqué, il est un peu sur ses nerfs pour accueillir les gens de l'opposition qui sont taxés à la limite d'incompétents, sur le principe, c'est difficile de donner à un opposant ou quelqu'un de l'opposition l'attitude d'aller vérifier les autres listes. Je pense qu'on n'est pas dans cet esprit-là au Sénégal. Je pense que un peu les opposants sont considérés comme à la limite des empêcheurs de tourner en rond. Et ça, on peut le constater tout de suite parce qu'on voit le préfet qui est dans la polémique. On a pu voir le cas récemment. On a pu voir demain les magistrats qui sont entrés dans la danse pour la polémique. Avec la cour d'appel. Avec la cour d'appel qui polémique, il n'était pas forcément obligé. Même si le procureur est dans son rôle, on aurait pu... Parce que il y a des choses que les gens peuvent dire. J'ai entendu hier ou avant-hier Daoud Mine au niveau de la TFM expliquer de façon très claire pourquoi ce qui s'est passé. Il s'est passé que la date a été retenue bien avant donc, la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie. Donc tout ça pour dire que nous sommes habitués au Sénégal à cette polémique, à cette confrontation entre l'opposition et l'administration. Ça, ce n'est pas la première fois. C'est parce que justement, nous sommes dans la frilosité d'un État. Les États en Afrique sont frileux. L'administration et ceux qui l'incarnent, le gouverneur ou le préfet, ne sont pas prêts actuellement à affronter donc, certaines réalités donc, sur le terrain. Et c'est vrai que ce n'est pas étonnant qu'il puisse avoir ce qui se passe actuellement, beaucoup de manquements. Je reste avec vous, toujours avec ces élections locales-là qui ont connu autant pour moi de multiples reports. Aujourd'hui, le mandat d'autres élus, à savoir les députés, arrive à terme à 2022. D'ailleurs, Abdoulaye avait commencé à en parler tout à l'heure. Ne risque-t-on pas donc d'aller vers un nouveau bouleversement du calendrier électoral? Absolument. Plus que 6 mois après les locales, organiser des élections législatives pour un pays comme le Sénégal, ce n'est pas évident. Absolument. Et ça, on peut le constater pour dire que ce n'est pas étonnant demain qu'on puisse reporter ou bien demander un couplage des élections législatives de juin-juillet 2022 et les présidentielles au mois de février 2024. C'est moins de à peine 18 mois ou moins de 24 mois. Donc pour dire que on ne sera pas étonné demain qu'on nous dise que le Sénégal, malgré leur conclave, le dialogue national, j'en reviens, on a perdu presque 1 an, 2 ans à faire du dialogue national qui n'a apparemment servi à rien. Parce que autant on a fait le dialogue, la première fois, je pense que c'était en 2016, puis on l'a arrêté au milieu de chemin, on a repris récemment. On a parlé de la pandémie qui a été un prétexte, tout a été suspendu. 24 mois après, on se retrouve pour finalement rien. Parce qu'aujourd'hui, la tension est plus vive. Donc, on peut dire que ce dialogue, à la limite, puisse aller... Et ce dialogue avait même été un prétexte pour justifier un report de ces élections locales-là à un certain moment. C'est ce que j'ai dit. Donc, pour nous dire que finalement, c'était juste un prétexte qui n'a servi à rien du tout, parce qu'on retombe sur le point de départ et malheureusement, nous ne sommes pas prêts, je sais en toi, nous ne sommes pas prêts au Sénégal à aller dans le droit chemin d'une marche normale d'un État. Nous sommes encore, ce pays encore en voie de développement, malgré les proclamations de foi, malgré, comment dire, ce que les gens disent, mais on n'est pas encore sur la bonne marche, sur la bonne direction pour aller donc, de façon normale, pour demander l'avis serein des populations pour leur avis, pour nommer leurs responsables. Ce ne sera pas simple.
Abdoulaye, un point que vous aviez commencé à développer tout à l'heure, c'est-à-dire que pour ces locales, on a noté une forte implication du président de la République dans les investitures des membres de sa coalition, à savoir Benno Bokk Yakaar. Est-ce que cela ne biaise pas un peu les élections locales? Parce que comme disait Napoléon Bonaparte, on peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près. Et des élections locales, c'est des élections de proximité. Donc ce sont les populations à la base qui doivent choisir leurs élus. Moi, je ne sais pas qui a conseillé au président de décider par lui-même qui mettre à la tête de chaque collectivité. Parce que c'est un exercice fastidieux quand même, hein? Les 553 collectivités, de choisir celui qu'il faut mettre. Moi, je suis sûr d'une chose. Le président, il connaît bien le pays, il connaît bien les terroirs. Mais honnêtement, si vous lui posez la question, il ne peut pas réussir l'interrogatoire de vous nommer les 553 collectivités. Ni même de savoir qui est dans chaque collectivité. D'autant plus que les réalités diffèrent d'une collectivité à une autre. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de personnalités que le chef de l'État, patron de la coalition présidentielle, a choisies, ont été contestées. Oui. Parce que d'autres acteurs politiques ou de la société civile, ou apparentés même à l'appareil d'État, s'étaient préparés depuis très longtemps pour quand même être impliqués dans ces élections locales. Et d'un seul coup, on vient parachuter, soit d'anciens maires très contestés, soit même de nouvelles têtes, mais qui n'ont pas cette implantation-là, mais ce sera assez frais. Est-ce que ce n'est pas ce qui explique toutes ces listes parallèles qu'on voit dans la mouvance présidentielle? Alors, ça le justifie bien entendu, parce qu'évidemment, s'il s'agissait simplement de choisir le meilleur profil, le parti président ou la coalition au pouvoir aurait pu organiser ses primaires dans les collectivités. C'était plus simple. Mais ça suppose qu'on ait le temps. Parce que quand vous organisez les primaires, ça suppose que les gens sachent quand est-ce que les élections vont se tenir. Mais à partir du moment où on a fixé la date, et aujourd'hui, il n'y avait pas le temps ni d'organiser des consultations, ni même de convoquer les militants pour voter à la base qui doit porter les couleurs du parti et de la coalition. Je reviens juste sur votre question précédente, sur l'agenda. Est-ce que c'est la bonne date pour tenir ces élections? Vous savez, une fois que vous reportez, que vous bougez l'agenda électoral, il n'y a plus de bonne date pour tenir les élections. Mais j'aime à rappeler le cas certainement débattu ici de la République démocratique du Congo pour l'élection présidentielle qui a permis quand même, bon an mal an, une transition apaisée. C'est la première transition démocratique en République démocratique du Congo pour une élection présidentielle reportée entre Kabila et plusieurs fois avec un fichier moribond. Oui. Tout le monde était sûr qu'il n'y a presque pas de fichier. Il n'y avait rien. Mais à un moment donné, il fallait juste aller à l'élection. C'est à la suite de cela qu'il faut envisager les réformes. Malheureusement, au Sénégal, on en est presque là. On a reporté des élections. Les maires qui avaient les mandats n'étaient plus légitimes parce qu'ils ont déporté de leur mandat de plus de 2 ans. Finalement, ceux qui se préparaient, les citoyens qui se préparaient. Et le protocole électoral aujourd'hui a quelque chose de très pernicieux. On a fait les réformes que le doyen Alassane Seck évoquait tout à l'heure. L'une des réformes majeures, c'était l'implication des citoyens à travers des initiatives citoyennes pour être candidats. Oui. Aujourd'hui, les conditions ne s'y prêtent pas. Aucune entité indépendante n'a pu être présente dans cette élection. Et pourtant, c'est ce que voulait la réforme, que ces élections locales soient l'occasion d'ouvrir vers les organisations de la société civile, oui, vers des personnalités indépendantes. Mais on a mis des conditions telles que c'est impossible. Les personnalités de la société civile qui ont voulu être candidats se sont réfugiées derrière des partis politiques. Absolument. Finalement, à quoi a servi cette réforme? À rien du tout. À quoi a servi le dialogue politique? À rien du tout. À rien du tout, finalement. On n'a pas osé aller au bout des réformes qu'on a voulu faire. On présente souvent comme progressiste le fait d'élire le maire au suffrage direct. Honnêtement, on ne fait pas une loi. Moi, c'est ça mon problème avec ce pays. Souvent, on fait des lois pour des cas particuliers. Pourquoi on a fait cette loi? C'est pour le cas typique de Thiès. Alors qu'une loi, elle doit d'abord être générale, elle doit être également impersonnelle. Je finis juste. Si vous prenez les 553 collectivités, à quelques rares exceptions près, avant d'aller aux élections, on savait qui allait être maire. En général, c'est celui qui dirige la liste. Il y a quelques rares exceptions où celui qui dirigeait la liste a été déposé par des combinationnés au conseil municipal. Mais ça ne mérite pas de faire une loi qu'on a présentée comme le grand succès du dialogue national.
Alassane, ces élections locales vont se tenir à 18 mois, voire 2 ans de la présidentielle. Donc aujourd'hui, quels sont les véritables enjeux de ce scrutin? Ah oui, on l'a dit quelque part, hein, on a dit qu'à la limite c'est un référendum, comme on a pu le constater en 2009. C'est l'enjeu principal et quelque part, je pense que les caciques du pouvoir en place l'ont proclamé. Qu'il y a beaucoup d'enjeux de référendum pour la continuation. Je rappelle qu'en 2009, avant que Wade ne perde la présidentielle de 2012, il avait perdu les grandes villes en 2009. Absolument. C'est le même principe, parce que c'est vrai que c'est le même schéma. 2009, 2 ans, 3 ans pour aller au présidentiel, 2022 pour 2024. C'est vrai que ce n'est pas loin de la vérité, ce n'est pas loin d'être ce référendum-là dont on parle, et c'est heureux, c'est tant mieux pour que les gens puissent se prononcer. Parce qu'il y a dans ce nouveau cas aussi, il y a l'enjeu du 3e mandat dont on parle. Est-ce que ça va se faire? Ou d'une 3e candidature? Candidature, j'allais dire. J'ai dit mandat par répétition de ce qui se dit quelque part, mais 3e candidature qui peut être opportune ou non. Donc c'est l'enjeu pour nous, l'essentiel du pouvoir, ce qu'on a vécu en 2009, qui va se traduire en 2022, et ce sera tant mieux pourvu que les choses se passent dans les règles de l'art, pourvu qu'il n'y ait pas de forcing, de la tricherie, pourvu que la Sénat, que nous, observateurs, parce que moi j'ai été observateur depuis 1996, j'ai observé les élections locales, 96. On parlera d'autres élections dans la seconde partie du débrief. Il s'agira de la présidentielle en Gambie. On se retrouve juste après sur ce plateau. De retour sur ce plateau pour parler d'une autre élection, cette fois-ci de la présidentielle en Gambie. Et je m'adresse à vous, Alassane Seck. Quelles sont les chances du président sortant, Adama Barrow, de remplir pour un second mandat? Merci Daouda. C'est vrai que c'est une question qui n'est pas évidente. Je ne suis pas forcément un présage. Je ne peux pas présager de ce qui va se passer au mois de décembre en Gambie. En tout cas, nous, au Sénégal, nous avons intérêt à ce que ça se passe dans les règles de l'art, dans la sérénité et surtout dans la paix, parce que la Gambie est encore une enclave dans le Sénégal. Donc nous souhaitons que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer. Barrow, il faut quand même saluer son courage à l'époque d'avoir accepté, d'avoir osé affronter Yaya Jammeh en 2016 et d'avoir eu la chance, on peut le dire comme ça, d'être donc élu. Malgré ce qui s'est passé, malgré la résistance de Yaya Jammeh, Barrow est finalement arrivé à déraciner le baobab, Yaya Jammeh. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas rien. Maintenant, sa chance, il faudra voir un peu la population gambienne, comment elle apprécie la gestion de Jammeh, plutôt de Adama Barrow. On ne connaît pas de près. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller en Gambie depuis 2005. Moi, j'ai allé en Commission africaine des droits de l'homme, le siège est à Banjul. Donc, mais de ce qu'on a sait, on sait que l'opposant historique de Yaya Jammeh, Ousainou Dabo, est dans la course. Et c'est vrai que c'est un enjeu. Son principal challenger d'ailleurs. Son principal challenger, ça tu peux le dire. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas présager, on ne peut pas vraiment jouer au devin pour dire que celui-là ou l'autre va gagner. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que c'est vrai, Adama Barrow n'a pas forcément respecté sa parole, sa promesse de faire un mandat de 3 ans à l'époque. On reviendra à sa parole. J'en viens à vous, Abdoulaye Cissé. 15 candidatures à cette présidentielle ont été rejetées. Seulement 6 ont été validées pour être en liste pour le scrutin de décembre prochain. La CEI, Commission électorale indépendante gambienne, justifie son acte par le non-respect par ces listes-là ou formations des dispositions constitutionnelles. Quelle lecture en faites-vous? Si je précise d'ailleurs que l'article 47 du Code électoral gambien stipule que chaque candidat doit soumettre une liste de parrainage d'au moins 200 électeurs inscrits dans chaque circonscription. Vous savez, la première bizarrerie de cette élection présidentielle réside dans la mission qu'avait Adama Barrow. Rappelez-vous quand même, le président Adama Barrow a été élu comme en accord avec la coalition qu'il a portée au pouvoir pour mener une coalition de l'opposition. Pour mener une transition de 3 ans qui devait doter la Gambie, figurez-vous, d'une nouvelle constitution qui n'est jamais sortie.
Mais Abdoulaye, est-ce que ce ne serait pas un porte-à-faux aussi avec la Constitution qui l'avait élu aussi pour 5 ans, pour un mandat de 5 ans? Non, si on prend un engagement, on peut le respecter. Après, oui, il y a la loi qui est là, mais si on prend un engagement de 3 ans, la loi, la Constitution ne vous contraint pas à faire les 5 ans. Vous êtes libre de mener votre transition et de dire j'en ai fini, j'étais venu pour mener cette transition et j'en ai fini. Il ne l'a pas fait, on ne peut pas l'obliger. C'est pour ça d'ailleurs on n'a pas pu l'obliger à démissionner. Personne ne peut l'obliger à démissionner parce qu'il est élu effectivement pour un mandat de 5 ans. Mais passé cela, pour revenir directement à la question, les chances des uns et des autres, il faut savoir qu'il a eu le temps de mettre en place un appareil. C'est-à-dire que Adama Barrow était un membre de la UDP. UDP qui est dirigé historiquement par Ousseynou Dabo. D'ailleurs, c'est son parent, c'est Ousseynou Dabo, qui était en prison, qui a fait... Dans l'impossibilité de se présenter, Barrow qui a fait de Adama Barrow le candidat de la UDP dans le cadre de cette grande coalition de l'opposition. Ça rappelle, et bizarrement, ça rappelle quand même cette coalition de gauche qui a porté Abdoulaye Wade au pouvoir au Sénégal, dans le cadre de la CA2. Pourquoi je fais le parallèle? Parce que le Sénégal et la Gambie sont 2 pays très très liés. Abdoulaye Wade, en 2000, a été porté par des militants des partis de gauche qui ont porté sa candidature et qui l'ont porté au pouvoir. Adama Barrow et la UDP ont été surtout portés par des acteurs de la gauche. Khalifa Sallah, Ahmad Ba, qui sont des militants historiques, qui ont des partis, pas des partis de masse, mais qui sont de réels opposants, qui ont porté cette candidature-là de la coalition victorieuse. Et aujourd'hui, le problème, c'est que cette dynamique de la coalition victorieuse qui a porté Adama Barrow au pouvoir, cette dynamique est cassée. Cette coalition qu'il a portée au pouvoir est divisée. Il n'a plus cette coalition, mais il a eu le temps quand même de fabriquer un appareil, c'est-à-dire de créer son propre parti, la NPP, qui est aujourd'hui un parti présidentiel, et il s'est quand même débrouillé pour avoir une alliance électorale avec d'autres formations politiques. Un jeune parti quand même, Abdoulaye Cissé. Oui, un jeune parti, mais présidentiel, c'est-à-dire qu'un chef d'État qui a l'appareil. On ne fait pas face à Ousseynou Dabo, qui a été le premier ministre des Affaires étrangères de Adama Barrow, mais qui était comme un vice-président, et qui a été même vice-président. Donc on ne fait pas face à Ousseynou Dabo si on n'est pas préparé. S'il a réussi à limoger Ousseynou Dabo, à le sortir de l'appareil, alors que c'est Ousseynou Dabo qui a mené la conquête, c'est qu'il est solidement ancré aujourd'hui et il s'est préparé. On ne peut pas nier qu'Adama Barrow se soit bien préparé. Il a eu le temps aussi de faire le tour du pays. Il a une réelle implantation. Mais cela ne fait pas l'élection. Ce qui fera l'élection aussi, c'est l'aspiration des Gambiens à avoir plus de liberté. Et sur le plan des libertés, Adama Barrow a beaucoup déçu. Et ce qui fait l'élection aussi, c'est la contribution de la diaspora. Sur ces engagements. On reviendra sur les engagements de Barrow. J'en viens à vous, Alassane. Barrow, après avoir été porté au pouvoir en 2016 par cette coalition de l'opposition que disait tout à l'heure Abdoulaye Cissé, s'était engagé à faire 3 ans, chose qu'il n'a pas respectée. Il avait aussi promis un mandat unique. On a connu la suite. Ses anciens alliés comme Fatoumata Tambadjan, Dabo, comme il l'a dit tout à l'heure, et bien d'autres opposants aussi de l'UDP ont été écartés de l'attelage, en tout cas du pouvoir. D'ailleurs, l'actuel président gambien a lancé au début de l'année 2021 son parti, le nouveau parti du peuple, un jeune parti, comme je l'ai dit à Abdoulaye tout à l'heure, mais Barrow tient son 2e mandat à tout prix, parce que déjà, il a formé une alliance avec le parti de Yaya Jammeh. Donc, c'est une façon de dire qu'à tout prix, Barrow veut coûte que coûte son 2e mandat, en quelque sorte. Oui, mais c'est son droit le plus absolu d'avoir, de désirer un second mandat, comme tous les présidents du monde. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, presque il a copié chez nous, parce que chez nous, Macky Sall, en 2012, avait dit qu'il allait faire 5 ans. Et finalement, il a fait ses 7 ans. Alors que c'était prévu pour 7 ans. Il avait dit, il était presque sa première phrase sortie le lendemain du second tour, aller chez Matar Mbow pour les assises, dire que je vais faire 5 au lieu de 7. Vous pouvez faire 2 fois 5, c'est ce qu'il avait promis. Peut-être que ça a influencé Adama Barrow, pardon, pour dire que comme il y a des émules, ça se passe comme ça en Afrique, à côté de son grand frère Macky Sall, qui était à la limite son parrain, quoi qu'on dise, a pu le goût du pouvoir. C'est pas rien en Afrique, avoir le pouvoir. C'est quelqu'un qui n'y croyait même pas, qui était à la limite, pas forcément au premier rang par rapport à l'ambition d'être président de la Gambie, si de façon, comment dire, africaine, et à la tentation du pouvoir, le délice du pouvoir qui peut te forcer à te comment dire, à te dédire. Ça a été le cas, sans gêne,
parce que comme il peut le dire, il a dit ça dépend de la Constitution qu'il avait élu pour 5 ans. Macky Sall a demandé ça au Conseil constitutionnel à l'époque. Il avait fait savoir que ce n'était pas possible de faire 5 ans. 5 ans. Il devait se conformer à la Constitution qui parlait de 7 ans. Et ça, il y avait 2 notions, l'avis et la décision. L'avis, c'est un avis qui n'est pas forcément partagé. La décision, elle est donc directive, elle est obligatoire. Donc Barrow a pu peut-être eu cette réflexe avec les conseils des uns et des autres. Maintenant, il a, comme vous dites, avoir son deuxième mandat. Tout le monde veut avoir un deuxième mandat. C'est vrai qu'en Europe, c'est moins évident. Vous avez vu Sarkozy ou François Hollande qui n'ont fait qu'un mandat. Mais en Afrique, à la limite, c'est de bonne guerre de faire 2 mandats. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il se donne les moyens, parce que comme vous dites, en Afrique, il y a toujours les moyens qu'il faut sortir. Il a le trésor de la Gambie. Un trésor, ce n'est pas rien. En Afrique, toujours, il veut dire, les gens ne rechignent pas à aller puiser dans le trésor public pour peut-être assouvir leurs ambitions. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'il arrive à ses fins, parce que justement, il l'a préparé, comme il a bien dit, il a préparé, il s'est donné les moyens, et donc ce ne sera pas étonnant pour moi que demain, Adama Barrow puisse remplir pour un second mandat. Abdoulaye Cissé, on en vient à la question des libertés en Gambie. Aux yeux de la société civile gambienne et de beaucoup d'autres analystes d'ailleurs, c'est un président converti à la réelle politique qui va à la conquête d'un second mandat. Ces derniers craignent qu'un rapprochement Barrow-Diamé remette en cause même la volonté du gouvernement de poursuivre l'ex-dirigeant pour des violations présumées des droits de l'homme. Êtes-vous du même avis? Il y a de l'opportunisme. Il y a de l'opportunisme dans l'alliance entre la NPP, qui est le nouveau parti de Adama Barrow, et le APRC, qui est le parti de l'ancien président Yahya Jammeh. Pourquoi je dis que c'est de l'opportunisme? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le parti de l'ancien président était en réelle perte de vitesse. Mais il y a le symbole que c'était un parti présidentiel. Il y a ce symbole-là de gréger ce parti à une coalition électorale. Mais ce qui est surtout en jeu, c'est l'avenir de l'ancien président Yahya Jammeh, qui vit en exil en Guinée équatoriale. Mais le fond de cette alliance électorale, c'est de savoir si Adama Barrow rempile demain, s'il est possible de faire une loi d'amnistie, ou peu importe comment on l'appelle, pour favoriser le retour de Yahya Jammeh en Gambie. Sauf que cette alliance s'est faite sans la bénédiction de Yahya Jammeh, qui veut rester le maître du jeu. C'est pour ça d'ailleurs il y a eu cette cacophonie-là entre les responsables du parti à Banjul, qui ont été finalement démentis par Yahya Jammeh lui-même depuis le lieu de son exil. Il veut être le maître du jeu, rester surtout dans le jeu parce qu'il est hors du jeu aujourd'hui. Mais il veut être dans le jeu pour pouvoir négocier lui-même son avenir, pas politique, mais son avenir en tant que citoyen. Rappelez-vous quand même qu'en Gambie, l'ancien président Daouda Diawara, qui a été renversé par Yahya Jammeh, a pu revenir dans ses vieux jours à Banjul quand Yahya Jammeh a estimé qu'il n'y avait plus de danger à laisser ce Daouda Kairaba Diawara revenir au pays, et qui était comme une sorte de mentor finalement pour toute la classe politique qui ne s'est pas engagée en politique. Mais Yahya Jammeh est encore jeune, est encore dans les possibilités même de nuire, est encore dans les possibilités de participer à une compétition électorale si la loi l'y autorise. C'est pour ça aussi Yahya Jammeh tient à être maître du jeu. Sauf que son parti est dirigé par des responsables qui aujourd'hui voient d'un bon œil leur alliance avec le parti présidentiel, qui a de réelles chances de l'emporter. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un parti qui a une implantation, qui a des élus. Adama Barrow n'est pas parti tout seul. Il a réussi quand même à débaucher, parce que c'est lui qui est parti de la UDP. Le cas est différent de Kakan Payoke, parce que ce n'est pas notre débat, est différent de la Côte d'Ivoire, où le président Gbagbo rentre, mais qui ne peut plus récupérer son parti. Il va créer un autre parti. Ici, Adama Barrow crée un parti, mais arrive à garder beaucoup d'élus, et même des députés de l'ancien parti de Ousseynou Ba. Donc, les choses sont partagées, mais il a de réelles chances. Évidemment, il a renoncé à des questions de principe, notamment votre question c'était sur les libertés. Oui, il n'a pas fait grand-chose sur les états des libertés, peut-être en pensant que si Yahya Jammeh a pu durer au pouvoir, c'est qu'il tenait vraiment
le pays, c'est-à-dire il a joué sur la terreur. Adama Barrow n'est pas prêt forcément aussi à donner toutes les libertés au peuple gambien qui a une aspiration de liberté. Ce qu'on lui reproche le plus d'ailleurs, ce n'est pas sur le plan économique, parce que le pays était en lambeaux depuis Yaya Jammeh, mais c'est surtout sur la restriction des libertés. Il n'a pas fait grand-chose sur cet aspect-là. Alassane, pour manifester son désaccord, Yaya Jammeh, c'est-à-dire l'alliance entre son parti et le parti du président Adama Barrow, Yaya Jammeh a même limogé ou bien démis de ses fonctions le numéro 1, à savoir Fabakary Tombong Jatta. Et aujourd'hui, cette décision de Yaya Jammeh pourrait-elle avoir un réel impact sur l'accord déjà conclu par son parti avec celui de Barrow pour la présidentielle de je ne crois pas, mais je pense que peut-être pour aller de ma propre vision des choses, Yaya Jammeh a une position un peu différente des anciens chefs d'État. Yaya Jammeh est sous le coup de beaucoup de plaintes pour massacre, pour tuerie, pour assassinat. Et ça, c'est des dossiers qui sont pendants. Moi, je connais la fille Aïda Aïdara, qui était un grand journaliste qui a été tué. Et donc, dans les conditions mystérieuses, tout le monde accusait Yaya Jammeh d'avoir assassiné froidement Aïda Aïdara. Donc, Yaya Jammeh, à la différence d'autres chefs d'État, ou de Daouda Diawara, justement, Yaya Jammeh est sous le coup actuellement de beaucoup de plaintes qui sont justement... Mais est-ce qu'une amnistie de Barrow ne pourrait pas changer la donne? Parce que Barrow, supposons qu'il gagne. Il ne sera que pour 5 ans d'autres, pour d'autres 5 ans. S'il fait donc 10 ans, je pense qu'il doit se préparer à partir. On le souhaite qu'il fasse 2 mandats. Donc dans tous les cas, moi j'ai vu le cas de Hissène Habré, qui a été arrêté 20 ans après son exil. Hissène Habré, il ne faut pas l'oublier. Donc si la CPI continue de jouer son rôle, la CPI, et si les victimes, ou les familles de victimes, donc, sont toujours sur l'expectative, qui attendent l'opportunité. Mais Yaya Jammeh, demain, peut être poursuivi de façon officielle à la CPI pour avoir massacré. On a pu le voir, on a pu parler des Ghanéens qui étaient venus en Gambie, qu'on a pu massacrer avec beaucoup de preuves à l'appui. On a pu voir des gens qui ont été massacrés, tués par Yaya Jammeh. Ça, on peut le dire, il y a eu beaucoup de supputation de coups d'État manqués. Je pense juste, je me permets, je pense que Yaya Jammeh a très bien compris que l'endroit où il serait le plus en sécurité, c'est la Guinée équatoriale. C'est dans son propre pays. En Guinée équatoriale, ça va être juste comme Hissène Habré au Sénégal. Finalement, on le prendra un jour parce que les conditions vont changer, le pouvoir en Guinée équatoriale peut changer aussi. Et voilà, vous voyez, Hissène Habré était très en sécurité au Sénégal jusqu'à ce que les choses changent, jusqu'à ce que le rapport de force change. Et Yaya Jammeh sait très bien que l'endroit où il serait le plus en sécurité, c'est dans son propre pays en Gambie. Mais pour cela, il faudrait qu'il tienne le pouvoir. Pas que lui-même revienne au pouvoir, parce que ça paraît très compliqué que Yaya lui-même revienne au pouvoir, mais qu'il tienne le pouvoir avec ses partisans. On reste avec Yaya Jammeh. Si c'est un autre candidat à la présidentielle, le chef du Congrès démocratique gambien, figure d'ailleurs parmi les 6 dont les candidatures ont été validées, a également annoncé avoir scellé un accord ou bien un protocole d'entente avec le parti de Jammeh. On serait tenté de se demander à quoi jouent Jammeh et ses partisans. C'est un parti présidentiel. C'est un parti qui avait une réelle implantation. C'est de bon ton de multiplier les alliances électorales à la veille des élections. La APRC, le parti de Jammeh, est un parti réellement implanté. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est vrai que Yaya Jammeh a fait beaucoup de tort à ce parti, parce qu'on l'a assimilé au parti. Mais c'est un parti qui avait une réelle implantation. Donc, c'est un jackpot pour le parti qui peut s'arroger le soutien de la APRC. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, le parti n'est pas très uni. Chacun cherche. En fait, c'est un parti avec plusieurs généraux. Parce qu'évidemment, certains sont accusés d'atrocités et qui ne sont plus en mesure même de diriger le parti. Rappelez quand même quelque chose de très important. La Gambie sort de 2 ans d'une commission vérité et réconciliation. Dont la date de la remise du rapport a été reportée par le président Barrow. Le président de cette commission lui-même est candidat finalement. Vous voyez que ça mène à tout. Même la commission vérité et réconciliation mène à la présidentielle. Vous voyez, c'est dans ce contexte-là, ne dites pas à un homme politique de renoncer à des alliances, même contre nature.
Surtout dans nos pays où ce n'est pas l'idéologie. D'ailleurs, c'est l'appellation qu'on donne à l'alliance Barrow-Diamé, une alliance contre nature. Oui, mais ce n'est pas l'idéologie. De toute façon, ce n'est pas des alliances idéologiques. Dans nos pays, il n'y a plus d'idéologie qui fonde les rapports. Et ce ne sont même pas des alliances électorales. C'est des alliances opportunistes pour gagner. Et après, on se débrouillera pour gouverner ensemble. Si on ne peut pas gouverner ensemble, on se sépare. Comme d'ailleurs ce qui est arrivé entre Barrow. Qui pouvait imaginer que Barrow se séparerait de Ousseynou Dabo? Personne. On avait même pensé que Ousseynou Dabo dirigeait réellement le pays par procuration, que c'était lui réellement le président. C'était le patron au début. C'était lui le patron, le chef. Surtout quand il a quitté le ministère des Affaires étrangères pour devenir vice-président de la Gambie. Mais ça commençait déjà à sentir le roussi. Parce que ministre des Affaires étrangères, effectivement, ça vous permet quand même d'avoir un réseau, de beaucoup voyager. S'il a mis vice-président, parce que vous êtes vice-président utile, quand vous êtes par exemple aux États-Unis où les pouvoirs sont définis. La vice-présidence en Gambie, honnêtement, à part ce que vous confie le président lui-même, vous ne servez pas à grand-chose, à des inaugurations ou des chrysanthèmes, mais sinon, ce n'est pas grand-chose. C'était déjà l'amorce du divorce. Quand Ousseynou Dabo a été mis au frigo, c'est ça le terme véritablement, d'avoir été mis à la vice-présidence. Quelqu'un dont la vice-présidence a servi, c'était Aïssatou Ndiaye Sédhi du temps de Yaya Jammeh. Parce que Yaya Jammeh n'avait aucune ambition d'être sur l'international, donc a nommé une vice-présidente qui avait la carrure, qui était une forte personnalité, une femme formée en bilingue, francophone, anglophone, et qui jouait presque le rôle de président partout. Mais c'est parce que Yaya Jammeh n'avait d'autre ambition que d'être dans le pays et de régner par la terreur. Yaya Jammeh ne voyageait presque plus parce qu'il craignait même de subir un coup d'État s'il quitte le pays ou peut-être même de faire l'objet d'un mandat d'arrêt quelque part. Donc il ne sortait plus. Dans ce cas-là, oui, il y a un intérêt à nommer un vice-président, mais un vice-président entre Adama Barrow et Ousseynou Dabo, c'était le plus sûr moyen de mettre Ousseynou Dabo au frigo. Alassane, est-ce qu'on peut voir aujourd'hui le parti de Yaya Jammeh devenir faiseur de roi pour cette présidentielle en Gambie? C'est le cas, je pense, Daouda, je pense que c'est le cas, comme il a bien dit, étant bien implanté déjà depuis de longues années. Il a fait 25 ans, je crois, ce pouvoir. Donc, il a pu avoir, comme dit partout ailleurs, des ramifications, des points focaux qui lui permettent d'avoir demain une prise par rapport aux populations. Donc, mais malheureusement, ce que je dis pour Yaya Jammeh, si son parti ne le suit pas dans sa position actuelle, je pense que c'est lui le grand perdant. Parce que Yaya Jammeh, c'est une personne, déjà depuis 5 ans, il est hors du pays, et il est en Guinée équatoriale. Et si Barrow continue, si demain Barrow ou même Dabo, les deux, c'est les deux plus chanceux pour gagner la présidentielle. Donc tous les deux ne sont pas ses amis, forcément. Donc je pense que Jammeh aura beaucoup à perdre. Et son parti reste aussi divisé. Certains soutiennent Kandé, d'autres soutiennent le président. C'est vrai que ces partis vont peut-être, comment dire, voler en éclats. Vont voler en éclats ces partis parce qu'il y aura des intérêts divergents. Du coup, il y aura donc chacun va prêcher pour sa chapelle. Et ce qui va se passer, c'est que, en tout cas, son parti ne pourra pas survivre à une seconde, comment dire, un second quinquennat sans Yaya Jammeh. Yaya Jammeh étant loin du pays, dans un pays que je connais, je suis allé 2 fois en Guinée équatoriale. Ils ne sont pas forcément dans le jeu. Donc, du concert mondial, du concert africain. Et la Guinée équatoriale est assez mou, assez un peu isolée par rapport à la prétention des hommes politiques extérieurs. Je pense un peu au Gabon, qui sont dans les pays de l'Afrique centrale, qui ne sont pas forcément dans le jeu. Ils vivent leur vie, ils ont les moyens, c'est vrai qu'ils ont les moyens financiers pour vivre sans forcément être rayonnants sur le plan africain. Donc, étant encore en Guinée équatoriale, je ne pense pas qu'ils puissent avoir beaucoup de chance pour pouvoir donc influencer le jeu politique en Gambie. D'ailleurs, les pays de l'Afrique centrale, ce sont des pays où on ne parle pas souvent de ce problème de 3e candidature et autres. C'est des présidents qui sont là plus de 4 mandats ou bien plus de 30 ans au pouvoir. Absolument. Abdoulaye, on en revient au cas Ousseynou Dabo. Le scrutin de décembre prochain risque d'être un duel entre les deux favoris qui sont ses deux anciens frères devenus aujourd'hui farouches opposants. Je veux bien sûr parler d'Adama Barrow, leader du NPP, et Ousseynou Dabo de l'UDP. Cette présidentielle pourrait-elle être enfin l'occasion pour Dabo, farouche opposant au régime de Jammeh, d'être porté à la magistrature suprême? C'est surtout la dernière tentative de Ousseynou Dabo. Rappelez-vous quand même que Ousseynou Dabo est là depuis le président Daouda Diawara. Voilà, c'est vraiment l'opposant historique et qui n'a malheureusement pas pu être président pour les raisons qu'on connaît. Il était en prison. Ouais. Il était en prison 2016. Pour l'élection victorieuse de 2016. Donc c'est sa dernière tentative en âge. Déjà,
Parce que tous ceux qui sont de sa génération aujourd'hui, pour ceux qui ont tenté, c'était Bakary Dabo qui a été vice-président, qui a été ministre des Finances, premier ministre des Finances de Yaya Jammeh, et qu'il a quitté aussi et qui était entré, qui a mené presque la bataille de la diaspora pour faire tomber Yaya Jammeh, qui a essayé d'être candidat mais qui n'a pas réussi. Mais ce sont ces gens-là, les gens de sa génération. C'est vraiment la dernière tentative pour Ousseynou Dabo, avant même de penser à pouvoir réussir à être élu, à se faire élire président. Il a juste compris que c'est la dernière tentative aujourd'hui, surtout pour l'implantation de son parti aussi. Il a envie de laisser un héritage, parce que le parti est fracturé et divisé, à la suite quand même du divorce avec Adama Barrow, qui a emporté une bonne partie quand même de la UDP, pour des raisons stratégiques, parce que d'autres l'ont suivi, pour pouvoir être nommé à des postes de responsabilité, être ministre, être député et autres. Ousseynou Dabo a l'enjeu, a deux enjeux, deux préoccupations. Reconstruire un parti fort, parce que c'était un parti d'opposition très fort, mais surtout lui-même, enfin, de pouvoir mettre en pratique ce qu'il a toujours souhaité pour la Gambie, un projet politique que les Gambiens ont souvent adopté. On le sait, Ousseynou Dabo a été souvent privé de la victoire quand même, sur les années de Yaya Jammeh. Donc pensez-vous qu'il a des chances pour cette présidentielle? Il a de réelles chances, c'est un parti avec une réelle implantation, c'est un parti idéologique qui a beaucoup de soutien et surtout, la Gambie est comme d'autres pays, le Sénégal, on n'aime pas les coups tordus. Et dans l'opinion, en fait, l'écart entre Adama Barrow et Ousseynou est perçu comme une trahison de Adama Barrow. C'est l'idée la plus répandue, que c'est Adama Barrow qui a trahi Ousseynou Dabo, parce qu'on considère que c'est Ousseynou Dabo qui a fait de lui un président. Et nos peuples sont des peuples qui sont souvent contre l'injustice. Écoutez, je pense qu'à ce niveau-là, quand même, c'est Adama Barrow qui a plus de choses à se faire pardonner et à faire accepter, surtout sa rupture avec Ousseynou Dabo. Mais Loya Dabo ne fait pas de vagues, fait une campagne et pense capitaliser justement sur le fait que les Gambiens vont estimer qu'il a été trahi et qu'il doit être réhabilité aujourd'hui. Alassane Seck, un constat, c'est qu'aucune femme ne figure sur la liste des candidats retenus et pourtant en Gambie, il ne manque pas de femmes engagées en politique. Quelle analyse faites-vous de cette situation? C'est pour constater avec tout le monde que dans ces pays, aussi bien au Sénégal, je pense qu'on parle de 10% de candidatures aux mairies pour les prochaines élections de janvier. C'est pour dire que nous sommes encore des pays un peu phallocrates, un peu misogynes, qui n'aiment pas forcément le leadership des femmes. Ça, on peut le constater. Et c'est vrai que c'est parce qu'on a pu voir une vice-présidente, comme elle a dit, comment s'appelle déjà la dame, Esther Ndiaye Seydi. Donc voilà, c'était une bonne chose qu'on a pu voir, mais il y a eu même des femmes un peu sur le plan des médias, des femmes qui étaient très fortes qu'on a appréciées, mais ça c'est la population un peu sénégalo-gambienne, ou à la limite de l'Afrique de l'Ouest surtout, ou de l'Afrique en général, parce que c'est vrai que les femmes qui sont au premier plan, c'est assez rare. Tant et si bien qu'aujourd'hui, les femmes sont écartées. On a essayé au Sénégal d'avoir des candidates femmes qui ne sont pas... On n'a jamais eu au Sénégal, quand on a 60 ans de vote, ou sinon plus, on n'a jamais eu de candidate aller aux élections en tant que candidate femme. On n'a pas eu au Sénégal, il y avait M. Sidibé qui avait essayé. À l'époque, il y avait la dame Wan, mais ça allait jusque... Et c'est qu'au-delà de la question des femmes, qu'aucune femme ne figure sur la liste, selon vous, quelles doivent être les priorités du futur président gambien? C'est vrai que la Gambie n'est pas un gros pays où il n'est pas forcément difficile de gérer ce pays-là. Je pense qu'ils ont beaucoup misé sur le tourisme à l'époque. Ce que je me demande, si la Gambie a beaucoup de richesses dans son sous-sol. Mais je pense que c'est d'abord, comme elle a bien dit, si c'est Adama Barrow qu'il puisse avoir son second mandat et être plus serein. Et je pense que c'est la sérénité qui permet peut-être de jouer le jeu, parce que, comme on a dit, si le second mandat est acté et assuré, on peut avoir peut-être plus de sérénité pour pouvoir développer une politique de retrouvailles, une politique de, comment dire, de confiance, que les gens puissent s'épanouir dans leur zone. C'est pas le plus malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Comme vous l'avez dit, la confiance, l'épanouissement, mais également le développement de la Gambie. C'est ce qu'attendent les Gambiens de leur futur président. Je rappelle que nous recevions Abdoulaye Cissé. Juste qu'il y avait une femme parmi les 26 candidatures quand même, qui a été malheureusement recalée au même titre que 15 autres candidatures masculines. Voilà. Donc Abdoulaye Cissé, vous êtes journaliste
journaliste éditorialiste au groupe Futur Média. Merci d'avoir été avec nous. Merci Pablo, c'était un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. En face de vous, Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci encore Daouda pour l'invitation et à bientôt. Merci à vous également de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur nos antennes.